Bonsoir. Nous sommes donc le mardi 16 septembre 2014. Il est 20 heures passées. Nous sommes à Paris, rue de la Providence. Et je voudrais vous parler de la femme. À partir d'un côté du film que j'ai vu sur Miss Julie, la nouvelle adaptation du roman de Strindberg, et d'autre part du spectacle de la rue parisienne, et notamment du processus des poussettes. Cette femme pathétique qui est Miss Julie, qui donne des ordres et qui en réalité est plutôt une masochiste qui aimerait qu'on lui en donne, qui d'ailleurs va mourir comme cela en demandant à son amoureux de lui dire de se tuer, parce qu'elle a une culpabilité du fait il me semblerait qu'elle n'ait pu la mettre enceinte, etc. C'est une situation paradoxale, puisque cette femme, elle est évidemment la fille du baron dans le film, ou du comte dans un autre film sur le même roman, et elle donne des ordres à des hommes, à un homme en tout particulier, avec lequel elle aura une relation. On n'est pas tout à fait l'amant de Lady Chatterley, mais enfin ça y ressemble par certains côtés. Et en réalité, la situation est inversée. Elle est même surréaliste. C'est-à-dire qu'une femme qui donne des ordres à un homme, quelque part, c'est surréaliste. C'est ça que ça signifie, en fait, cette pièce, ce roman. Et donc le drame, ou plutôt le drame, c'est l'ajustement. Au départ, la situation est fausse, quelque part. Cette femme qui ordonne n'importe quoi à cet homme, et à la fin, c'est l'homme qui ordonne à la femme. Et même quand c'est ce que la femme veut, il faut que ce soit l'homme qui lui dise qu'il doit le faire. Donc c'est un film qu'on pourrait qualifier de misogyne. Si tant est que ça puisse faire sens de parler de misogynie. Et donc, dès qu'on dit des choses sur les femmes, ça devient de la misogynie. De toute façon. C'est un peu de défense, c'est débile. Et le spectacle de la poussette a quelque chose d'également assez étrange. Parce que on a dans la poussette un enfant qui généralement ne ressemble pas du tout à la femme qui pousse la poussette. Et qui d'ailleurs n'est généralement pas sa mère. Elle est une sorte de mercenaire, elle est payée pour s'occuper de cet enfant. Sa gouvernante, si on veut. C'est pas nouveau comme phénomène. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus nouveau que c'est flagrant. Parce qu'on voit bien que c'est pas la même race. On voit bien que cet enfant n'a pas pu naître de cette femme, qui n'est pas métisse par exemple. De plus en plus de jeunes enfants qui ne ressemblent pas du tout à la personne qui les pousse. Et qui, en les poussant, quelque part, se les approprient. Et donc tout ça nous amène à réfléchir, évidemment, sur la condition féminine, avec toutes ces ambiguïtés et ces ambivalences. La femme entre facilement dans un rôle, même qui n'est pas le sien, qui ne peut pas être le sien. Surtout, aucun rôle n'est à nous, véritablement. Et c'est ce que j'appelle, dans mon jargon, l'altérité extérieure. C'est-à-dire que l'autre est partie de moi-même, quelque part. Je ne me distingue pas réellement de l'autre. Je fais corps avec lui, je suis en communion avec lui. Et d'ailleurs, on dit que certains enfants ont du mal à se différencier des autres. D'où d'ailleurs des revendications d'individualisme, d'individuation, qui sont souvent le fait de femmes, justement, qui peut-être souffrent de ne pas être assez dans l'individuation. Parce que par nature, elles ne le sont pas. Elles sont
font partie d'un corps social. Et le mot corps n'est pas ici utilisé par hasard. Alors, à contrario, l'altérité intérieure, c'est tout autre chose. On nous dit souvent que le cerveau est un organe extrêmement complexe, extrêmement riche. Il est tellement riche qu'en réalité, un seul cerveau pourrait suffire à faire fonctionner toute l'humanité, bon, à la limite. Et c'est un peu ce qui se produit d'une certaine manière. L'humanité peut à la fois exister dans sa totalité, dans sa multiplicité, dans sa pluralité, mais elle peut aussi fonctionner avec un très petit nombre de personnes. En tout cas, en tant qu'élément majeur et moteur. C'est aussi un des contrastes de l'humanité. Cette espèce d'oscillation perpétuelle entre le règne du grand nombre et le règne du petit nombre. Ce qu'on peut aussi assimiler quelque part à la lutte des classes. Donc nous avons cette alternance de périodes qui tantôt sont dans une démarche complètement collective, d'altérité extérieure, d'échange, de croisement, d'interaction entre les uns et les autres, une dynamique collective qui ferait sens, une dynamique de groupe. Et en face, et en alternance, il y aurait une dynamique avec des gens qui seraient totalement autonomes, qui ne seraient pas dans le domaine de l'argent ni de l'échange, mais qui seraient dans le domaine de la gratuité, parce qu'ils ont d'abord cultivé leur propre jardin, ils ont d'abord trouvé en eux-mêmes les énergies, et ils n'attendent pas des autres quoi que ce soit. Rien de ce qui est humain ne leur est étranger, ne leur est inaccessible, donc il n'y a pas de raison. Quand il y a un sentiment de manque, il faut creuser en soi-même et non pas faire appel à autrui. C'est la mentalité, en tout cas, de l'altérité intérieure. Alors, on peut dire que sur une période de 7 ans, il y a la moitié du temps qui est vécu par la société en altérité, sur la registre de l'altérité extérieure, et la moitié du temps, donc 3 ans et demi, mais je simplifie beaucoup là, qui est vécu sur le registre de l'altérité extérieure. Et ça fait des choses très très contrastées, et il faudrait en tenir compte, notamment au niveau du droit constitutionnel, au niveau, parce que en fait, le système constitutionnel que nous avons actuellement, il est tout à fait inopérant. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une crise des institutions. Mais le problème, c'est que si actuellement les gens sont conscients de ce que les constitutions ne sont pas opérantes, et ben c'est pas en changeant de constitution, sans se donner les vrais moyens d'un changement réel, sur le plan de la cyclicité notamment, qu'on avancera. On va toujours bousculer. Et moi, je connais des gens qui veulent changer la Constitution uniquement pour changer le gouvernement. Ce n'est pas sérieux. Donc, oui, changer la Constitution à condition de changer le droit constitutionnel, oui. À condition d'ancrer le droit constitutionnel sur d'autres bases que celles qui sont les siennes actuellement. Et pour moi, effectivement, comme vous le connaissez, ces bases, c'est la cyclologie. J'espère que le droit constitutionnel va intégrer des notions psychologiques simples, d'autant plus que l'astrologie, puisqu'on parle d'astrologie, est certainement à la base une forme de droit constitutionnel. Et elle est même, je dirais, la matrice du droit constitutionnel. Mais malheureusement, les astrologues eux-mêmes n'en sont pas conscients, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître que l'astrologie est une construction juridique, si on peut dire. Ils croient que c'est une description scientifique. Bien entendu, dans l'absolu, avec le recul, tout devient scientifique. Je veux dire par là que
ce qui a été inventé par les uns doit être découvert par les autres. Pour comprendre ce que quelqu'un a inventé, il faut que je le découvre, il faut que je le redécouvre. Donc, avec le temps, tout relève de la découverte. Mais sur le moment, on n'est pas dans la description, on est carrément dans l'invention. C'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Pour revenir à notre exemple de la poussette, les femmes sont très souvent en situation de porte-à-faux par rapport à leur environnement. On pourrait par exemple mettre un petit Einstein dans la poussette d'une africaine, par exemple. Comme ça, ça serait assez amusant, mais il faut bien comprendre que ce que je dis n'est pas du tout de l'ordre du racisme. Car en réalité, c'est peut-être de l'ordre du sexisme, c'est notre sujet. Parce qu'en réalité, le phénomène de la poussette n'est jamais que le sommet de l'iceberg, en réalité. Mais en fait, c'est toute la condition féminine qui est résumée par la poussette.